Bonjour à tous et bienvenue à DigiSchool. Bon, on a micmaqué un petit peu notre début de live, je suis désolée, ce sont les joies du direct. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu Superwoman parce que j'ai surveillé le bac et je viens ici vous faire la petite correction. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été relativement étonnée de ce sujet parce que, bon, il serait temps que l'éducation nationale se rappelle qu'on a d'autres chapitres que l'Afrique. D'accord. Malheureusement, je suis désolée pour ceux qui se sont dit « Bon, l'Afrique s'est passé déjà 3 fois, ils vont pas nous le repasser une 4e. » Bah si. Du coup, l'adage « Jamais 203 », bah, il est pourri. Donc, on retravaillera tout ça, hein, vous inquiétez pas. J'ai été moi aussi étonnée par ce sujet. Ensuite, bon, le deuxième sujet, relativement classique, pas de soucis, c'était pas étonnant. Et puis, ben forcément, quand on a une majeure en géo, on a une mineure en histoire, sur un texte qui, je le reconnais, était compliqué. J'ai pris un petit peu le temps de faire le plan et je dois vous dire que j'ai pesé le pour et le contre et je ne suis pas forcément entièrement satisfaite de ce que j'ai fait, mais c'était relativement un texte difficile et on y reviendra. Dans tous les cas, rappelez-vous bien que, et c'est la future correctrice qui va récupérer ses copies demain qui vous le dit, sur des sujets qui sont difficiles, notamment sur le Proche et Moyen-Orient, on a quand même une bienveillance dans les notations. L'important, c'est vraiment de respecter la méthode. Bon, je vais parler un petit peu des différents sujets et puis après, on pourra, après chaque sujet, on pourra éventuellement, je pourrai répondre à vos questions. Alors, du coup, on avait deux sujets, le continent africain face au développement et à la mondialisation et des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Et à l'intérieur, on compte les espaces maritimes. Pour info, ce sont des sujets qui ne sont pas inédits, qui ne sont pas incroyables parce qu'on la connaît, cette liste de sujets. Souvent, les professeurs d'histoire géo la donnent et font bosser les différents sujets en classe. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Ce qui fait la surprise, comme je vous le disais, c'était le premier sujet sur l'Afrique. Alors, je suis en train de découvrir un petit peu l'organisation de ma slide parce que j'ai délégué un peu. Donc, vous m'excuserez si jamais je bug. Donc, on avait le sujet sur l'Afrique. Alors, il faut vraiment vous dire sur les grandes aires continentales qu'on doit bosser des thématiques précises. Sur l'Amérique, c'est la notion de puissance, sur l'Asie, c'est la notion de croissance, et sur l'Afrique, c'est la notion de développement. Et cette notion de développement, il faut vraiment l'exploiter et bien la définir. Donc, dans le corrigé qui est disponible sur Digi, vous avez la démarche. Je vous rappelle que la première étape de votre travail sur une composition, c'est d'analyser les termes du sujet. Cette analyse des termes du sujet, elle est fondamentale si vous voulez bien répondre au sujet et puis ensuite, si vous voulez faire une intro béton. Donc là, on avait 3 grands termes. Bien sûr, Afrique. Moi, j'ai noté que c'était le deuxième continent le plus peuplé du monde, composé de 54 pays et d'un grand nombre de PMA, marqué par des bouleversements profonds. Et ces bouleversements profonds, justement, ça sera ce qui va être développé dans l'idée de développement et de mondialisation. Donc, développement, c'est le passage d'une économie agricole avec une pauvreté généralisée à une économie urbaine avec une pauvreté minoritaire. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire l'Afrique, elle est de plus en plus en train de s'urbaniser et en plus, de plus en plus, offre des conditions de vie agréables à la population. Mondialisation, c'est l'interdépendance des territoires entre eux du fait de la multiplication des échanges et des interconnexions qui existent entre les pays. Du coup, là, l'objectif, c'est de montrer que l'Afrique, elle tend progressivement à s'intégrer dans la mondialisation, mais qu'il existe quand même des inégalités. Donc, du coup, on fait bien une problématique. Ça, c'est la deuxième étape de votre travail sur le brouillon. Là, j'en ai fait une relativement classique. À quel défi l'Afrique doit-elle faire face pour assurer son développement tout en s'intégrant dans la mondialisation ? Là, on a essayé de mettre en évidence en fait, ces 3 termes bien précis sur une problématique relativement facile. Faites attention, évitez de répéter uniquement les termes du sujet, c'est-à-dire dire en quoi le continent africain fait-il face au développement et à la mondialisation. Là, on travaille vraiment, on va dire, avec un petit peu plus de précision les différents mots-clés du sujet. Ok, une fois qu'on a fait ça, au brouillon, on fait le brainstorming et on fait le plan et donc du coup on peut aboutir à 3 parties. 3 parties, c'est la première partie, on fait un constat
des difficultés, si vous voulez. Un continent souffrant d'importants problèmes de développement. Deuxième constat, là on va nuancer. On va dire, il y a quand même des perspectives de décollage. Troisième idée, il y a des défis qui sont à relever pour vraiment que le pays soit intégré à la mondialisation et permettre à ces populations de se développer. Alors, je vais globalement vous présenter chacune de ces grandes parties avec des différentes sous-parties. Alors, comme moi je l'ai fait en live direct, j'ai pas eu autant de temps que vous pour le travailler, donc je vais expliquer un petit peu mieux si vous voulez pendant ce live, mais on va dire que je vous ai donné les grandes idées. Alors, pour chaque thème, on a grand 1, un continent qui souffre d'importants problèmes de développement. Donc là, on pouvait mettre en évidence différents types de problèmes. Donc, j'ai regroupé économique et financier, ensuite développement humain et ensuite les difficultés politiques. Du coup, après, sur chacune des sous-parties, on explique avec des arguments précis et on donne des exemples. On montre que, dans un premier temps, le problème lié à l'Afrique, c'est qu'elle a une faible part dans les échanges, du point de vue donc du domaine économique et financier, et qu'elle a peu d'infrastructures de transport. Et là, on peut donner l'exemple de, parmi tous les ports mondiaux, il y en a 3, sur les 100 premiers ports mondiaux, il y en a 3 en Afrique seulement, et c'est globalement à la fin de cette liste. La majorité des produits échangés sont des produits primaires non transformés, et cela on le sait parce qu'on a travaillé la division internationale du travail, notamment dans les chapitres sur la mondialisation, et qu'on a montré qu'on utilisait les matières premières d'Afrique pour les faire notamment transformer en Chine ou dans les pays ateliers. L'Afrique est marquée par une économie de rente qui provoque une grande fragilité et ne permet pas le développement. En fait, beaucoup de pays sont caractérisés par 2 éléments. Premier élément, il y a une espèce de monoculture où une seule activité vraiment est développée. Par exemple, il n'y a que du pétrole ou il n'y a que l'extraction d'un type de minerai. Donc ça peut provoquer des fragilités parce qu'en fonction des cours mondiaux, forcément, la matière première, soit son cours baisse, soit son cours monte. Bon, ça, c'est plus cool pour les pays qui ont... deuxième fragilité, je réfléchis. Oui, il y a aussi la problématique les ressources de ces pays sont souvent exploitées par des entreprises extérieures, européennes, américaines, de plus en plus chinoises, et ça n'a pas forcément d'impact sur les populations. Et puis en plus, on a une dépendance financière avec une grosse dette de l'Afrique. On a notamment entendu parler il y a quelques années d'un certain nombre de chanteurs qui avaient fait des concerts justement pour sensibiliser les populations européennes en lien avec la dette. Et donc, toutes ces problématiques-là provoquent aussi des problématiques environnementales en lien avec l'extraction des matières premières. Ok, je continue avec le développement humain. Ça, c'est un deuxième problème de l'Afrique parce que l'Afrique concentre la majorité des PMA. Alors les PMA, je vous rappelle que ce sont les pays les moins avancés et donc on en a une majorité. Vous pouvez donner n'importe quel exemple, Niger par exemple, et on peut donc montrer que c'est un continent avec le plus bas revenu par habitant, une grande malnutrition et des famines qui persistent, une sous-nutrition aussi également, il faut bien faire la différence entre malnutrition et sous-nutrition, c'est une différence en termes de qualité et de quantité. Et puis un problème d'accès à l'école, puisqu'on a globalement des taux environnant 60% pour l'école primaire, mais pour l'école secondaire, le taux baisse énormément et surtout le taux de scolarité féminine est très bas. On pense notamment aux différents événements qui ont lieu avec Boko Haram qui refusait justement l'éducation des jeunes femmes. Troisième type de problème, des difficultés politiques avec notamment la remise en cause des États africains. Ces États africains, ils ont à leur tête souvent un personnel qui est
peu stable, souvent un gouvernement peu efficace, fragile, marqué par la corruption, etc., etc. On peut penser notamment à une guerre qui est un petit peu plus ancienne, mais au Rwanda, avec la corruption, en effet, des différents du gouvernement. Et puis une multiplication des conflits, ou du moins de nombreux conflits qui persistent encore dans ce continent. On peut penser notamment aux conflits liés au terrorisme, avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et là on peut réutiliser les notions qu'on avait abordées pendant le chapitre sur le Sahara, ou bien d'autres types de conflits en lien avec les frontières, etc., etc. Donc là, on a fait un premier constat. En Afrique, bon, c'est globalement difficile de provoquer un grand développement et d'être bien inséré dans la mondialisation. Bon, deuxième sous-partie, on nuance et on dit qu'il y a quand même des perspectives de décollage. Et en termes de décollage, moi je vous ai mis trois sous-parties. Il y a un décollage économique, ensuite un décollage qui est en lien avec l'intégration progressive à la mondialisation et un décollage lié à sa main-d'œuvre, lié à la population de l'Afrique. Donc si on prend la croissance économique, perspective de décollage, on montre qu'il y a 5,5% de croissance en moyenne depuis 2000, avec l'émergence de certains pays comme l'Afrique, là c'était censé être l'Afrique du Sud. D'accord ? L'Afrique du Sud a été intégrée dans les BRICS assez récemment. Et BRICS, je vous rappelle que ce sont ces pays émergents qui sont intégrés dans la mondialisation depuis peu de temps et qui connaissent vraiment une croissance économique forte. Cette croissance, elle est liée à des raisons internes, du fait d'un recul de la pauvreté et d'un développement de la classe moyenne. Donc, on a forcément une consommation intérieure. Vous pouvez donner l'exemple que vous avez travaillé peut-être pendant la mondialisation du téléphone portable. C'est devenu l'Afrique le deuxième marché de la téléphonie portable. Conséquence, on a une urbanisation massive du continent qui peut avoir aussi des défis, enfin qui peut provoquer un certain nombre de défis qu'on évoquera dans la troisième partie. Deuxième, il y a une intégration progressive à la mondialisation, puisque l'Afrique possède de nombreuses ressources qui lui assurent une position stratégique dans le domaine des matières premières. Là, on reparle de l'idée de division internationale du travail, avec de nombreuses matières premières, des matières premières peu chères, et puis une main-d'œuvre aussi peu payée. Elle attire ainsi les IDE, et on peut penser notamment à la Chine-Afrique, ça peut être notre exemple, le fait que la Chine investit de plus en plus en Afrique. De nos jours, on a des politiques de grands travaux pour améliorer les infrastructures de transport, que ce soit les grandes routes, les ponts, etc., etc. Donc, on a un certain nombre de grands travaux. Troisième type de perspective de décollage, c'est une perspective de décollage du point de vue humain, puisqu'on a une main-d'œuvre qui est nombreuse et qui est jeune. On l'a dit, la population africaine, elle est nombreuse, c'est le deuxième continent et surtout, elle augmente rapidement. Ça veut dire que la population africaine, elle est globalement jeune par rapport à la population européenne qui est globalement vieillissante, comme on le disait sur les autres types de sujets. Donc, une main-d'œuvre nombreuse et jeune avec un marché d'avenir puisque 2/3 de la population a moins de 25 ans. Et l'Afrique est devenue attractive aussi grâce à un marché de consommateurs qui sont sous-équipés et dont le pouvoir d'achat augmente. L'idée, il y en a deux ici, si vous voulez, dans cette sous-partie, c'est de dire, ok, il y a une population jeune qui est dynamique, qui globalement commence à faire de plus en plus d'études pour ceux qui le peuvent, qui peuvent notamment aussi aller à l'étranger pour approfondir leurs connaissances. Et deuxième sujet, c'est aussi une population qui n'a pas assez d'équipement pour l'instant, donc qui est en voie d'équipement, si vous voulez. Donc, c'est un marché potentiel du point de vue économique. Et je termine par la troisième grande partie. On parle des défis à relever. On a trois types de défis. Il y a toujours ce défi démographique, ensuite un défi politique et ensuite le défi des inégalités. Dans le défi démographique, on montre que cette croissance, le pays est marqué, le continent, pardon, est marqué par une croissance démographique extrêmement forte. C'est la plus forte de la planète du fait d'un fort indice de fécondité. On rappelle que l'Afrique, du point de vue de la transition démographique, on a différents pays qui se placent, on va dire qu'on a des avancées différentes du point de vue des pays. Les pays du Nord, l'Afrique du Sud, eux, ce sont plutôt des pays qui ont achevé ou en cours d'achèvement de la transition démographique, donc on a un indice de fécondité qui est moins fort. Par contre,
Dans les pays d'Afrique subsaharienne, l'indice de fécondité, il est encore très fort parce qu'on est en cours seulement de transition démographique. Donc, la mortalité commence à baisser, mais là, du coup, on a un accroissement démographique qui est très fort parce que la natalité, elle a baissé. Conséquence, on a un enjeu, c'est nourrir toute la population. Donc, forcément, il faut trouver de nouveaux progrès agricoles, d'autant plus dans un contexte qui fait que les pays, notamment la Chine, etc., viennent louer ou acheter des terres. Et puis aussi loger la population. Et c'est là où on peut reparler de cette urbanisation qui est anarchique, qui se fait de manière totalement imprévue. On a donc la construction de grands bidonvilles, de quartiers relativement insalubres, mais sans avoir de raisonnement dans l'aménagement du territoire au préalable. Deuxième défi, le défi politique, c'est celui de faire progresser la paix et l'émergence d'États qui ont les moyens d'assurer cette paix. On a encore 4 grandes zones de conflit, et puis du terrorisme et de la piraterie, notamment au niveau des différents seuils, donc notamment les détroits qui jalonnent, et puis bien sûr le canal de Suez, l'Afrique, qui empêchent le développement sur des bases saines. Et enfin, le défi des inégalités. On a des inégalités entre les pays situés dans le nord, donc sur le littoral de la mer Méditerranée, et puis l'Afrique du Sud, qui eux sont globalement plus développés, mieux insérés dans la mondialisation, et puis les pays d'Afrique subsaharienne. Dans cette région, on a quand même quelques pays qui émergent, mais un grand nombre de pays pauvres sont présents et sont touchés par la guerre ou doivent surmonter le défi de l'enclavement. Je rappelle que l'enclavement, c'est le fait qu'un pays n'a pas d'accès à la mer. Et je termine là-dessus en vous disant donc que, je vous rappelle, c'est un plan détaillé, il faut vraiment approfondir, donner des exemples précis. Et puis, il faut conclure en disant que, du coup, l'Afrique doit surmonter un certain nombre de défis pour assurer son développement et son insertion dans la mondialisation. Là, globalement, je vous ai fait la version rapide de votre corrigé sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a des questions? Assez peu de questions. Ouais. Sarah qui nous demande, est-ce que c'est grave si on a oublié de faire une problématique? Alors, si on a oublié de faire une problématique, on va dire que, je vais pas te mentir, ça peut être en effet problématique. Désolée pour le jeu de mots pourri. Merci, on m'applaudit derrière. Je ne m'applaudis pas toute seule, je ne suis pas mégalo. Attention, on a du monde derrière. Alors, le problème, c'est que dans les exigences de chacune des parties de ton travail, si tu veux, il faut une problématique. Alors, ça ne va pas te pénaliser, t'enlever tous les points et te dire « Ah, bah, dis donc, tu passes en dessous de la moyenne rien que pour ça », mais forcément, ça va un peu te pénaliser, oui. Sousou qui nous dit « Moi, j'ai fait que 2 parties et non pas 3 pour le sujet sur l'Afrique. Est-ce que je vais être pénalisé ?» Ce n'est qu'un exemple de plan, là, ce que je viens de vous montrer. Donc, si vous avez construit votre plan autrement, non, le fait de faire 2 parties ou 3 parties, peu importe. L'important, c'est que vous ayez répondu à la problématique. On a un petit débat, là, un gros débat même dans le chat. Hier, apparemment, beaucoup ont dit que les sujets avaient fuité. Est-ce que tu sais si, effectivement, c'était une vraie ou si c'était qu'une rumeur? Alors, peut-être que ça a fuité. Franchement, j'en avais pas entendu parler, pour le coup. Surtout, ça m'a vraiment... à l'ouverture des enveloppes, les sujets m'ont relativement étonnée. Donc, de ce que je sais, il n'y a pas eu de fuite a priori. Mais bon, on ne sait jamais de nos jours. Écoute, pareil, un peu sur le sujet, comment se fait-il que l'Afrique tombe une 4e fois consécutive? Comment se fait-il que l'Afrique tombe une 4e fois? C'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir aussi. Non, franchement... Est-ce qu'il y a un petit piège là qu'on vous tend et qui vous dit, bon, faut vraiment que vous travaillez tous les chapitres chaque année? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'il y avait plein d'autres sujets possibles et plein d'autres sujets très intéressants à travailler. Et puis aussi, pour nous, les correcteurs, c'est pénible relativement de corriger toujours les mêmes choses. Une dernière petite question, Amini qui nous dit, est-ce qu'on est d'accord que le plan ne doit pas être apparent? On est d'accord que le plan ne doit pas être apparent, c'est-à-dire qu'en gros, on met le titre sous forme d'une phrase. Là, je le mets apparent, si vous voulez, parce que je suis sur un brouillon. Je n'ai pas rédigé.
Ok? Je continue? Ouais. Je fais le deuxième sujet? Allez, deuxième sujet, c'était l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Et là, il fallait compter les espaces maritimes. Donc, c'est le programme du thème 2, hein, les dynamiques de la mondialisation. Et donc, on voit l'inégale intégration des territoires, on voit les territoires bien intégrés, les territoires moins bien intégrés. Là encore, on doit bien définir les termes du sujet. Territoire et mondialisation, donc on réfléchit en termes d'espace. La notion de territoire, en fait, ça implique que l'on doit hiérarchiser les différents types de territoires. Et mondialisation, bon, bah, j'ai déjà dit la définition, c'est l'interdépendance entre les différents pays du monde, etc., etc. On a inégale intégration. L'adjectif inégal, ça stipule que l'intégration à la mondialisation ne se fait pas de la même façon pour tous les territoires. C'est logique, c'est ce qu'on vous a appris. Donc on voit quels sont les territoires bien intégrés, quels sont les territoires moins bien intégrés et les raisons qui font que ces territoires sont plus ou moins intégrés. Du coup, on fait une problématique. Alors, en quoi les territoires sont-ils inégalement intégrés dans la mondialisation? Ce qui crée des inégalités socio-spatiales. On intègre ici tous les mots-clés, puis on ajoute la notion d'inégalité socio-spatiale, ce qui nous permet de travailler dans les différents espaces, qui nous permet aussi de travailler le multiscalaire. Multiscalaire, ça veut dire à différentes échelles. Et en géographie, on aime bien travailler à différentes échelles. Vous verrez, je l'ai fait un petit peu dans mon corrigé. On a plusieurs thèmes qui peuvent être développés. En gros, on fait un constat en disant qu'il y a une intégration territoriale de certains espaces. On travaille les causes de cette intégration et ensuite, on voit les territoires qui sont en marge. Donc du coup, là, c'est vraiment les espaces et puis les causes qui vont nous permettre de justifier de cette intégration ou non dans la mondialisation. Ok, alors on a des niveaux d'intégration différents. Il doit me manquer un bout. Ouais, voilà. Il me semblait bien que j'avais 3 sous-parties. Des niveaux d'intégration territoriale. Donc là encore, on travaille sur l'échelle multiscalaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va travailler sur l'intégration mondiale, l'intégration régionale et ensuite locale. Donc ça nous permet vraiment de travailler dans la pure géographie qui est de travailler à différentes échelles et ça, en général, on aime bien. On regarde l'intégration mondiale en montrant que quels sont les espaces bien intégrés. Ce sont les pôles majeurs qui sont la triade. Je pourrais rajouter, puisqu'on a espace maritime compris, les grandes façades maritimes. Ce sont aussi des espaces bien intégrés à la mondialisation. Et là, on explique, la triade, c'est l'Europe occidentale, les États-Unis et l'Asie orientale qui sont les principaux acteurs de la mondialisation et puis qui sont marqués par le libre-échange, qui sont marqués par le commerce mondialisé et qui concentrent les activités de recherche, les sièges sociaux des grandes entreprises, etc. Si je parle des façades maritimes, là, on pourra bien sûr développer l'idée que ces façades maritimes, ce sont des espaces qui sont bien intégrés à la mondialisation parce que plus de 80% des échanges se fait par voie maritime. Donc, forcément, les façades maritimes, ce sont les endroits stratégiques liés au commerce mondial. Deuxième type d'intégration, donc on va changer d'échelle et on va voir l'intégration régionale. Et là, on travaille les littoraux. On prendra bien le temps de faire le lien avec les espaces maritimes et puis les frontières, puisque ces espaces bénéficient des échanges commerciaux entre les différents pays du monde. On donnait l'exemple de la Chine, de l'Inde et du Brésil qui sont les puissances émergentes, qui possèdent des littoraux et des frontières très bien intégrés à la mondialisation. On peut aussi utiliser des exemples tirés d'autres cours. Par exemple, la Mex-Amérique, si vous avez travaillé la Mex-Amérique donc dans le chapitre sur Amérique, vous pouvez montrer que la Mex-Amérique, c'est-à-dire la frontière entre États-Unis et Mexique, elle est marquée par un grand dynamisme parce qu'il y a des flux entre les deux. Dernier type d'échelle, si vous voulez, on travaille sur les villes mondiales qui sont bien intégrées à la mondialisation car elles concentrent les pouvoirs politiques. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des lieux de commandement. Donc lieux de commandement politique, puisqu'on a le pouvoir central pour la plupart, lieu de commandement économique avec des sièges des grandes entreprises, avec l'accueil de la recherche, du développement, etc. etc. C'est aussi un pouvoir financier avec les bourses, les banques, culturelles, les musées, les spectacles, etc. etc. Puis elles sont reliées, ces grandes métropoles,
grâce à des moyens, on va dire, des voies de communication très fortes. Ce sont souvent des hubs. Les hubs, je vous rappelle, ce sont des lieux d'interconnexion entre différents types de transports. Je vous donne un exemple. Roissy-Charles de Gaulle, par exemple, c'est un hub, puisqu'on a à la fois la voie aérienne, on a à la fois routière, le train, le métro, etc., qui permettent vraiment de transporter les passagers, etc., etc. On a un grand nombre de villes mondiales qui sont au nord, mais quelques-unes, comme Shanghai, pouvaient être énoncées pour parler du sud. On peut alors expliquer l'exemple d'une ville mondiale. On peut faire un schéma aussi sur une ville mondiale. Là, c'était, on va dire, intéressant d'ajouter un schéma. Je vous rappelle que dans une composition de géographie, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez intégrer un schéma pour approfondir une idée. Ensuite, on a donc les causes de cette intégration. Donc, on explique 3 éléments différents. Ces territoires sont bien intégrés parce qu'il y a une dynamique économique. Alors, bien intégrés à la mondialisation parce que l'économie est compétitive avec des forts taux de recherche et de développement, des IDE qui permettent l'installation des firmes transnationales, une attractivité qui permet un dynamisme économique. Deuxième, des installations. Des voies de transport, etc., qui permettent d'intégrer les territoires à la mondialisation. Donc, ces territoires sont bien intégrés parce qu'ils possèdent des moyens de communication pour l'intégration, des grands aéroports, des ports, des hubs et donc des interfaces. Là encore, on peut reparler des façades maritimes qui permettent de renforcer les échanges mondiaux. Et ensuite, on pouvait vraiment faire une sous-partie sur les espaces aménagés maritimes parce qu'ils permettent une meilleure intégration dans la mondialisation. Alors, je suis allée un peu rapidement, mais vous avez plein d'exemples. Vous avez donc les zones industrielles ou portuaires, les différents seuils qui marquent aussi cette espèce de phénomène très important de la littoralisation et du coup de la maritimisation des différents échanges, puisque sur des seuils comme le canal de Suez ou autre, on a des bouchons de bateaux pour pouvoir accéder à la mer Méditerranée si on part, si on part dans le sens Chine, si vous voulez, si on part de la Chine pour aller à l'Europe. Ok, dernière grande partie, c'était les territoires qui sont en marge. Là encore, je travaille à différentes échelles, à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale et à l'échelle locale. À l'échelle mondiale, on a les pays pauvres, les PMA, qui ne sont pas complètement à l'écart de la mondialisation, mais qui sont faiblement intégrés à cette mondialisation, parce qu'ils souffrent de problèmes qui ne leur permettent pas d'être compétitifs au sein de la mondialisation, d'être attractifs. On a de fortes disparités, de fortes inégalités socio-spatiales, de la violence avec les différentes guerres, on évoquait pour l'Afrique, une main-d'œuvre faiblement qualifiée, etc. Ils sont en marge, notamment aussi par l'enclavement des territoires. Et là, on pouvait donner l'exemple de l'Afrique subsaharienne. À l'échelle régionale, on a certains territoires qui font face à des inégalités d'intégration. C'est pas très français la phrase qui a été écrite là. C'est de ma faute, excusez-moi. Donc, des inégalités d'intégration entre littoral et intérieur du territoire. Parce que les littoraux, les espaces maritimes permettent d'intégrer ces territoires à la mondialisation. Là encore, du fait des échanges qui se font en majorité par voie maritime. Et puis par la concentration d'un grand nombre d'activités sur les littoraux, ce qu'on appelle la littoralisation. On peut donner l'exemple de la Chine intérieure, qui est beaucoup moins développée que la Chine du littoral, qui est beaucoup moins intégrée dans la mondialisation. On le voit notamment quand on compare les IDH, l'indice de développement humain. L'indice de développement humain de la Chine intérieure, il frôle les 0,5. L'indice de développement humain du littoral de la Chine, là, il est plus vers 0,8. Donc, on a vraiment quand même un grand écart. Et enfin, à l'échelle locale, on a des inégalités qui existent donc à cette échelle. Au sein d'une ville, les populations pauvres ne sont pas bien intégrées au processus de mondialisation car elles vivent à l'écart dans des bidonvilles qui jouxtent pour la plupart du temps les populations riches ou les nouvelles classes moyennes. Je vous ai donné l'exemple de Mumbai, cet exemple qui explique en fait les inégalités sociales entre les habitants. Vous auriez pu prendre n'importe quel exemple, par exemple Rio de Janeiro ou autre. On peut montrer que
le bidonville de Mumbai vraiment jouxte le développement économique du pays, en gros les quartiers d'affaires, les quartiers plus riches, etc., pour montrer donc qu'il existe aussi des inégalités à cette échelle. Ok, et je termine en disant, bon bah voilà, chaque sous-partie doit vraiment avoir un argument précis et un exemple précis, et à la fin, on répond à la problématique, on montre qu'il existe des inégalités d'intégration des pays du monde dans la mondialisation et des inégalités sociaux et spatiales, donc sociales et dans l'espace. J'ai fini. Bravo. Alors, merci. On a pas mal de questions. Yes. DigiSchool, est-ce que se questionner sur la durabilité du fonctionnement de la mondialisation, bam, en conclusion, c'est pertinent, il demande Auréa. Ouais, on peut tout à fait, donc en conclusion et plutôt en ouverture, se poser la question de la durabilité, ouais, tout à fait. Alors, ça va très très bien dans l'autre sujet qui porte sur les acteurs, les débats, etc. Mais là, ça pouvait être un bon moyen d'ouvrir. Ouais. Petite parenthèse, on a Hotman sur Facebook qui nous dit « Passez un coucou à Vanessa, s'il vous plaît, remerciez-la pour tous ses cours, franchement, j'aime beaucoup, c'est très bien expliqué. » Oh, merci, ça me touche. C'est dit. Fiona, à l'instant sur YouTube, mon grand 2, c'était l'influence des alliances ALENA et Mercosur dans la mondialisation. Est-ce que c'était hors sujet ou est-ce que ça passe? Non, non, c'est bien, ça aurait pu tout à fait être une de mes sous-parties. D'ailleurs, tu vois, tu me donnes l'idée. J'aurais pu très bien l'ajouter dans une des différentes causes de la mondialisation ou même dans ma première grande partie, j'aurais pu parler de l'intégration et dire que cette intégration, elle est aussi facilitée par les organisations régionales. Donc non, non, c'est pas hors sujet. Peut-on caler les schémas dans les conclusions ou même dans l'écrit? Est-ce qu'on peut mettre des schémas? Oui, c'est ce que je disais, on peut mettre des schémas. Alors, pas en conclusion, parce que la conclusion, normalement, c'est vraiment pour, on va dire, conclure, répondre à la problématique. Vaut mieux le faire lors du développement. Bonjour, je voudrais savoir si une ouverture sur la pollution due à la nouvelle indépendance et donc les flux convient pour ce sujet. Oui, en ouverture, le principe de l'ouverture, c'est essayer d'ouvrir sur un autre sujet qui a un lien avec la mondialisation. Alors, la seule chose, s'il vous plaît, je sais que certains profs les acceptent, mais moi, je ne les accepte pas. Il y a un truc qui me saoule dans les ouvertures, c'est les questions. Quand on fait des questions, c'est un peu nul. C'est souvent pas vraiment abouti. Donc, essayez de le faire sous forme de phrase. Bon, si vous avez fait une question, c'est pas grave, vous m'aurez sûrement pas correcteur, donc ça va. Alors, Anaïs, est-ce que c'est bon de traiter les espaces maritimes en dernière partie à part? Alors, traiter les espaces maritimes à part, pourquoi pas? Ça aurait été plus intéressant, je pense, pour bien répondre à la problématique, de l'intégrer au fur et à mesure. Mais c'est pas hors sujet. Ok. C'est là où on peut vraiment avoir différents types de plans. Hein. C'est là où, finalement, vous vous rendez bien compte que moi, je vous propose un plan, vous avez peut-être un autre plan qui est tout à fait cohérent aussi, parce qu'il répond à la problématique que vous vous êtes posée. Ça, c'est le plus important. Alors, Assir O qui nous harcèle avec sa question. Moi, j'ai fait une ouverture sur la Corée du Nord, pas intégrée à la mondialisation. Ouais. J'ai dit comme quoi, depuis, ils vont peut-être s'ouvrir. Est-ce que c'est juste tout ce qui est en lien avec une possible intégration, une possible ouverture, parler de l'actualité, c'est tout à fait juste. Ça montre aussi que vous avez essayé de réfléchir un petit peu par rapport aux événements récents, la rencontre de Trump avec Kim Jong, etc., etc. Et oui, c'est très bien. Tout ce qui est ouverture, qui permet de replacer les choses en perspective, de dire, bon, ben voilà, ça, c'est pas figé, la mondialisation n'est pas figée, il y a des progressions, il y a des développements, il y a aussi d'autres idées à développer par rapport à la mondialisation, tout ça, c'est bon. Et puis, ça sera valorisé. Parti pour le sujet 2, si on a parlé des espaces maritimes dans leur globalité, donc je ne sais pas si ça veut dire si on a parlé que de ça, c'est bon ou pas, mais c'est un sujet de parler des espaces maritimes. Ben non, il fallait les intégrer, les espaces maritimes, donc c'était juste. Par contre, il ne fallait pas parler que des espaces maritimes. Ok. Et bien, ça a l'air pas mal. Allez, je vous explique un petit peu ce texte incroyable qui était relativement difficile. Alors, j'espère que je l'ai, là sur mon PowerPoint. Je l'ai. Alors, bon, ce texte, il n'était pas évident. Il n'était pas évident et puis surtout la consigne, moi j'ai pensé un petit peu et je me dis, bon, la consigne, normalement, en S, elle doit quand même vous aider à faire votre plan. Donc en théorie, si on réfléchit, et moi je suis partie là-dessus,
Si on réfléchit, la consigne, elle nous dit, à partir de ce document, montrer que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Proche et le Moyen-Orient est à la fois un foyer de conflit et un enjeu des affrontements internationaux. Bon, moi, je suis partie de l'idée que j'allais faire un foyer de conflit grand 1, un enjeu des affrontements internationaux grand 2. Le problème, c'est que parfois, on pouvait se répéter. Donc, ce n'était pas forcément vraiment évident à mettre en place. On avait une autre possibilité que, en ayant lu le texte, j'ai réfléchi, me dit, deuxième possibilité, c'est de voir en fonction des différents arguments de Barack Obama. Parce que Barack Obama, il donne 3 types de sources de tension. La première, c'est l'extrémisme violent. La deuxième, c'est la situation entre les Israéliens, les Palestiniens et le monde arabe. Et la troisième, c'est les responsabilités des États concernant les armes nucléaires. Le problème, c'est qu'on avait des choses à dire là-dessus, mais pas grand-chose là-dessus. Et puis, on laissait un petit peu ça de côté. Donc, du coup, mon cœur balance. Concrètement, si vous avez fait l'un ou l'autre, franchement, ça va. D'accord ? Alors, déjà, si je reprends un petit peu, donc là, je vous ai donné les éléments à dire sur la présentation du texte. Je vous rappelle que quand vous avez un texte, vous devez vraiment le présenter en introduction, prendre le temps, surtout qu'en plus, ici, c'est un discours, donc il y a forcément une part de subjectivité, de la part de Barack Obama. Donc moi, j'ai cette petite habitude d'utiliser le moyen mémotechnique Candice. C'est ce que je donne comme moyen mémotechnique à mes élèves. Donc Candice, en fait, ce sont les initiales de tous les mots qu'il faut dire en présentation. Donc on doit parler du contexte, on doit parler de l'auteur, on doit parler de la nature, la date, en fonction du type de texte, le destinataire, l'idée et la source. Ici, le destinataire, il était intéressant parce que c'est un discours. Donc, on est sur le président Barack Obama qui a été élu en 2008, qui a notamment été élu en lien avec sa politique sur on va faire un retrait des militaires dans l'Irak et en Irak et en Afghanistan, donc dans le Proche et le Moyen-Orient. C'est Barack Obama, le président des États-Unis à l'époque, qui en parle. Le discours, donc attention à la subjectivité, c'est la nature. La date, le 4 juin 2009. Le destinataire, c'est un discours qui est prononcé en Égypte. Donc, il fallait bien voir que, en gros, le président américain, il s'adresse aux populations du Moyen-Orient directement. Je vous rappelle que dans la définition de Moyen-Orient, on inclut l'Égypte. L'idée, Barack Obama montre les 3 grands sujets de tension du Moyen-Orient, mais tâche aussi de dire que les États-Unis ne combattent pas l'islam en tant que tel. C'est pas, on va dire que les différentes guerres dans lesquelles les États-Unis sont impliqués n'ont pas pour raison combattre l'islam, mais de combattre, on va dire, l'extrémisme. Source, donc c'était le site internet de France 4. Et donc moi, je vous propose un plan en 2 parties. En général, il vaut mieux faire 2 parties dans un sujet comme cela d'études de doc. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais mettre dans la partie tension. Donc, je suis partie de l'idée de conflit religieux. Alors, par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête dans une étude de doc, c'est qu'on travaille sur un document. Donc, c'est pour ça que systématiquement, dans mes correctifs, je pars de la citation. D'accord ? Je donne l'idée générale, je pars de la citation et j'explique la citation avec mes connaissances. Et ça, c'est faire une étude de doc. Il y a 2 écueils, 2 problèmes que je vois très régulièrement quand je corrige les copies. C'est soit vous avez fait que citer le document tout le temps et vous n'avez jamais expliqué, donc en gros, vous auriez appris ou pas, c'était la même chose. Le problème, c'est à un moment donné, on vous demande d'apprendre quand même, donc il faut ressortir vos connaissances. Deuxième élément, deuxième écueil, c'est vous ne faites pas du tout une étude de doc parce que vous recrachez votre cours parce que vous l'avez très bien appris et vous voulez montrer. Ça, c'est pareil. D'accord ? Il faut citer le document à chaque sous-partie. Donc là, je vous ai fait 3 sous-parties. Je vous ai parlé des conflits religieux qui se passent au Moyen-Orient en partant de la citation, la situation entre les Israéliens et le monde arabe. Et on précise qu'il y a des conflits qui sont liés à la religion notamment, et puis à la création de l'État d'Israël en 1948. Et là, on peut expliquer les différents types de conflits qu'il y a eu, en se concentrant notamment sur les conflits entre Israël et les pays arabes. Donc, on a notamment l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, avec les 3 grandes guerres. Donc, la première guerre israélo-arabe, la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour.
Et on peut montrer que globalement, ce sont majoritairement des victoires d'Israël. Et puis, ça aboutit à des accords, les accords de Camp David en 1978. On peut revenir en arrière. On est sur une étude de Doc et la consigne nous dit depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est parler vraiment trop du futur. Alors, on était tenté de parler, mais plutôt plus tard, du nucléaire iranien, etc. J'y reviens après. Autre type de tension, c'est les conflits territoriaux, à répondre aux aspirations des uns et des autres en créant 2 États où Israéliens et Palestiniens vivront chacun dans la paix et dans la sécurité. Moi, je suis partie de ce principe-là en disant il y a un conflit israélo-palestinien qui est lié, là encore, à la création d'Israël à partir des terres de la Palestine. Et après, j'explique pourquoi est-ce qu'ils se sont pris la tête. Création de l'OLP en 1964. Le texte évoque donc la création de 2 pays et on rappelle les accords d'Oslo en 1993 qui aboutissent à la reconnaissance mutuelle des 2 entités et à la création d'une autorité palestinienne. Mais ces accords ne sont pas concrètement tout à fait mis en place, ou du moins sont un peu mis en échec par la politique actuelle. La politique actuelle, on a notamment la construction du mur en Israël, des conflits qui continuent dans la bande de Gaza, donc qui ne permettent pas pour l'instant de créer 2 États qui permettraient à ces 2 peuples de vivre dans la paix, dans la sécurité, etc. etc. Donc on essaye toujours de bien reprendre le texte et de l'expliquer. Dernière, donc les nombreuses tensions liées à l'armement, avec la citation « Nos intérêts en commun à l'égard des droits et des responsabilités des États concernant les armes nucléaires ». On explique par l'existence de pays de plus en plus nombreux après la Seconde Guerre mondiale à vouloir se doter de l'énergie nucléaire. Alors quand on parle d'énergie nucléaire, ça peut être l'énergie nucléaire civile, c'est-à-dire en gros on va essayer de faire de l'énergie avec, ou du nucléaire militaire, c'est-à-dire la bombe atomique. Donc on peut parler qu'il y a des traités de prolifération, non-prolifération nucléaire pendant la guerre froide, qui n'empêchent pas certains États de continuer à faire des recherches pour le nucléaire militaire. C'est ce que semble affirmer le président en parlant de l'Iran. Et là, on peut replacer le fait que l'Iran est marqué par une révolution islamique en 1979, donc ça bouleverse la politique, ça bouleverse aussi les relations internationales. Après, vu que c'est un texte de 2009, en général, je déconseille à mes élèves de parler de ce qui s'est passé après 2009, parce que Barack Obama, il n'avait pas une boule de cristal en se disant « Ok, je signe le traité avec l'Iran pour le nucléaire, machin, mais je sais que Donald Trump, il va en sortir. » D'accord ? On est vraiment sur 2009. Qu'est-ce qui s'est passé ? Éventuellement en ouverture, en parler, bien qu'il n'y ait pas besoin de faire une ouverture en fait dans une étude de doc. Ensuite, l'enjeu international, on peut dire que le Moyen-Orient, c'est un enjeu dans la guerre froide. On peut citer le début du texte qui dit une guerre froide qui s'est trop souvent déroulée par acteurs interposés. On peut expliquer en disant que le Moyen-Orient, c'est un grand enjeu de la guerre froide car les États-Unis et l'URSS cherchent à étendre leur influence sur ces pays, notamment parce que le Moyen-Orient, il est caractérisé par de grandes ressources, notamment des ressources pétrolières, gazières, etc., qui sont nécessaires à ces différents pays. Par ailleurs, les États-Unis aussi souhaitent développer leur influence au Moyen-Orient pendant la guerre froide pour encercler en fait l'URSS, si vous voulez. Donc, il va avoir un certain nombre d'alliés. On a les alliés en Europe, on a potentiellement le Moyen-Orient, c'est la doctrine Eisenhower, et puis le Japon et d'autres alliances en Asie qui vont permettre à l'URSS vraiment aux États-Unis vraiment d'encercler l'URSS dans le cadre de ce qu'on appelle le containment, c'est-à-dire l'endiguement de la doctrine Truman. Deuxième, le terrorisme. C'est un enjeu international parce que les États-Unis, citation, ont donné la chasse à Al-Qaïda et aux talibans. C'est une autre tension internationale, le terrorisme qui concerne les pays du Moyen-Orient, mais également les pays de l'Occident. On n'oubliera pas quand même parce que les États-Unis ont donné la chasse à Al-Qaïda et aux talibans. Barack Obama, il oublie un petit peu qu'il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi une organisation internationale qui a notamment participé à la guerre en Afghanistan. Je vous rappelle que la guerre en Afghanistan, après le 11 septembre 2001, en fait, c'est une coalition internationale de l'ONU. Donc, on peut là aussi replacer un petit peu la vérité en disant « Barack, attention, les États-Unis, il n'y a pas que, il y a aussi Nounou, Bibi, les
les petits Européens. Ok, on peut dire que le terrorisme, ça touche les pays du Moyen-Orient. On a vu notamment, il y a quelques années, des attentats, bien sûr, enfin quelques années, même récemment, des attentats en Turquie, en Israël, etc. Mais ça touche aussi les pays de l'Occident, notamment par des attaques terroristes célèbres, 11 septembre 2001 aux États-Unis, les différentes attaques terroristes, les attentats de Paris, de Nice en France, etc., etc. Donc le terrorisme, Al-Qaïda, je vous rappelle que donc Al-Qaïda, c'est aussi, on va dire, basé en Afghanistan et ça a été le but de la guerre en Afghanistan en 2001. Le Moyen-Orient, pour finir, c'est aussi un lieu d'implication de la communauté internationale et on voit la citation, la nécessité de recourir à la diplomatie et de construire un consensus international pour résoudre ces problèmes. Donc on peut dire que le Moyen-Orient, c'est une zone de multiples interventions de la part de la communauté internationale, notamment l'ONU. Et là, je vous ai listé un certain nombre de guerres, hein, la première guerre du Golfe de 90 à 91, la guerre en Afghanistan en 2001, et puis l'intervention internationale de l'Irak à partir de 2003, c'est soldé par une division des pays du monde parce que les États-Unis sont intervenus avec leurs alliés, mais sans mandat de l'ONU. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'établir un consensus international. Ici, Barack Obama, finalement, il essaye un petit peu de rompre avec la politique habituelle des États-Unis depuis quelques années, notamment avec Bush, qui était dans ce qu'on appelle l'unilatéralisme, et de retourner vers le multilatéralisme. Là, on peut réutiliser les notions que vous aviez à apprendre pour la partie puissance. Le Proche-Moyen-Orient est donc une zone marquée par des conflits qui ont une résonance mondiale. Ça, c'est la conclusion que vous devez bien sûr étoffer, mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir, d'accord ? Les conflits qui existent dans cet espace ont une résonance mondiale. Et je suis pas trop mal niveau timing. Je suis désolée, j'ai parlé super vite, mais parce que vraiment, je voulais avoir le temps de répondre à vos questions, de bien expliquer un petit peu ce texte qui était vraiment pas évident à travailler. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a des questions? Une étude de... Ah oui, il y en a qui un petit débat sur est-ce qu'on a besoin d'un plan dans une étude de doc, ou est-ce qu'il faut plutôt mettre en avant juste multiplier les remarques Non, non, non. Une étude de doc, c'est vraiment quelque chose d'organisé quand même, hein. Il faut que vous ayez un plan. Et normalement, le plan, il est indiqué dans le titre le plus souvent, si vous voulez. Si vous multipliez les remarques sans organisation, ça fait quelque chose d'un peu fouillis, quoi. C'est un peu dommage. Yasmine qui nous dit, est-ce que c'est grave si j'ai pas utilisé de connaissances du tout dans l'étude de document, et est-ce qu'il fallait utiliser ces connaissances ou est-ce que ça suffit de se fier au document? Alors, l'étude de document, ça veut dire qu'on explique un document. Si tu n'as fait que citer le document, tu n'as pas fait tout à fait le travail, si tu veux. Il faut vraiment que tu puisses l'expliquer avec tes connaissances. Donc, c'est-à-dire expliquer ce que le document veut dire, utiliser tes connaissances pour mettre au clair un petit peu ce que Barack Obama dit et ce qu'il ne dit pas aussi. Parce qu'on peut aussi montrer les limites. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas en LES. Donc, il n'y a pas de limite à mettre au point obligatoirement sur les textes, mais vous pouviez élaborer, en effet, des petits moments où vous dites là, Barack Obama, il oublie de dire que, ou exploiter vraiment plus un élément précis, si vous voulez. Ok, Goldam Sol qui te demande combien tu as eu au bac d'histoire géo. Écoute, j'ai pas eu une très très bonne note en bac d'histoire géo. J'ai eu 13 à l'époque. Ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. Par contre, j'avais un pari quand j'étais au collège, quand j'étais prof au collège, j'avais un pari avec mes petits élèves. Coucou, d'ailleurs j'en ai croisé une aujourd'hui quand je surveillais, ça m'a fait très plaisir. Mon pari, c'était qu'ils me surpassent. J'avais eu 36 sur 40 au brevet. Bon, voilà. Je me la racle un peu plus sur mon brevet que sur mon bac. Mais bon, après, on va dire que c'était un autre type de bac, donc c'est un peu difficile de comparer. Dream Joe qui nous dit, est-ce qu'on pouvait parler du printemps arabe aussi? Bien sûr, on pouvait bien sûr parler des printemps arabes, tout à fait en lien avec... Alors attendez, non, je suis en train de dire une bêtise. Non, on ne pouvait pas trop en parler parce que les printemps arabes commencent en 2010-2011 et le texte est antérieur. Donc on évite de parler de tout ce qui est postérieur au texte. Excusez-moi. Mon cerveau, il n'a pas trop bien marché. Une question qui ressemble, tu me diras. Ouais. Est-ce qu'on pouvait aussi parler du conflit entre Turcs-Kurdes avec le traité de Sèvres, etc. On peut parler des conflits tant qu'ils sont dans la chrono. C'est-à-dire 1945 et on ne va pas trop au-delà de 2009.
Tanguy sur Facebook qui nous dit bonjour, j'ai fait une grande partie sur les territoires moteurs de la mondialisation, donc c'est l'exercice, Ouais. je pense, et les différentes dynamiques de mise en concurrence. Est-ce que c'est... Ouais, c'est très bien. Très bien, Tanguy. C'est ce que j'ai fait, plus ou moins. C'est peut-être pas dans les termes que toi, tu as énoncés, mais c'est plus ou moins la même chose. Mathis qui nous dit, est-ce que si on oubliait de marquer la source du document, c'est grave ou pas de citer? Non. Là, on va dire que c'est pas grave, parce que c'était pas une source fondamentale. C'était juste France 4 ou un truc dans le genre. Donc, c'était pas non plus fondamental. Ok, Mimi, si on a parlé du cours avec les arguments de Barack Obama, est-ce que c'est bon? Oui, c'est ce que tu disais. Oui, exactement. Si vous reprenez votre cours et que vous utilisez le document, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. Mais il faut lier les deux entre eux. Est-ce qu'on pouvait baser son argumentation sur le croquis pour l'Afrique? Alors, je ne sais pas si la question... Donc, je vais répondre de deux manières. Est-ce qu'on peut fonder sur, baser sur, ça n'existe pas, je suis désolée. C'est un anglicisme. Mes petits dadas à la con. Fonder sur... on pouvait fonder son organisation de dissert sur le croquis. Alors, si ta démarche était de dire « j'ai fait un croquis d'abord et je l'exploite », c'est bizarre. Parce qu'en fait, tu n'avais pas de fond de carte, donc tu ne peux pas faire un croquis. Par contre, si tu as fait l'inverse, c'est-à-dire que si tu es parti des idées qui sont énoncées dans le croquis pour faire ton argument, oui. Bon, après, d'un autre côté, le croquis de l'Afrique, c'est un condensé de vos cours, donc ouais, oui, on va dire ça. Je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais... Duman, bonjour, une ouverture sur les tensions liées à la bande de Gaza et sur la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien des USA est-elle pertinente? Il n'y a pas besoin d'ouverture en étude de doc. Après, si vous l'avez fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a pas besoin d'ouverture. Donc, voilà. Si vous n'avez pas fait d'ouverture, ça ne vous fait pas perdre des points. Écoute, ça a l'air d'être bon. On est nickel du point de vue du timing. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Par contre, vraiment, le conseil que je vais vous donner, c'est, bon, là, c'est passé, c'est fini, c'est out. Donc maintenant, vous allez vous reposer, réviser votre programme de demain. Je ne sais pas ce que vous avez, peut-être les langues. Mais l'histoire géo, c'est finito, d'accord? Vous aurez vos résultats après. Donc, on essaye de poser son cerveau d'histoire-géographie, prendre son cerveau de ce qu'on va faire les prochains jours, d'accord? Évitez de regarder trop les différentes corrections parce que je vous avoue que moi, je fais un corrigé en essayant de vous mettre à votre place. Je suis dans votre timing et encore, moi, j'ai les sujets à 9 h et donc du coup, j'ai mis 2 heures pour rapidement les faire. Et j'essaye de me mettre à votre place, c'est-à-dire en tant qu'étudiant. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de corrections, sur Internet qui vont vraiment être hyper développées, hyper élaborées, des trucs que vous ne pourriez pas faire parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas assez de connaissances, ce qui est tout à fait normal parce que ces sujets, on les traite 4-5 heures dans l'année si on suit vraiment notre programmation. Donc, évitez de regarder maintenant les nouvelles corrections, sauf les corrections de DigiSchool parce que c'est moi qui les faites. Et puis surtout, passez à autre chose et faites vos autres épreuves sans ressasser les autres, sans ressasser ce que vous avez fait en histoire géo, en philo, etc. En tout cas, moi, je vous souhaite un joyeux courage. Je ne sais pas si joyeux courage, c'est plutôt bon courage, parce qu'on ne va pas trop joyeusement au bac, mais bon courage à tous ceux qui continuent et qui sont en terminale S, à tous ceux qui sont en terminale ES, L, à tous les autres. Bon courage. Moi, je me souhaite bon courage pour les corrections aussi. Et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool en tout cas. Allez, à bientôt.